Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale Entretien. Merci de choisir ETélé en tout cas pour vous informer aussi à travers nos radios partenaires. Votre émission dominicale Entretien de ce jour au regard de l'actualité revient sur certains faits qui ont marqué la semaine et surtout dans une démarche citoyenne pour sensibiliser les Béninois en général et certaines personnalités sur le comportement qui devait être les nôtres ou les leurs vis-à-vis de la nation qui est le patrimoine commun à nous tous, le Bénin. Tout passe. En tout cas, tout passe. Et quand la nature vous offre l'opportunité, eh bien, la chance de conduire les destinées d'une nation, vous devez accepter. Laissez paisiblement votre successeur faire aussi ses preuves. Les événements, les comportements de quelques personnalités, en tout cas de quelques anciens présidents du Bénin, n'ont pas été du goût de certains Béninois et même de la classe internationale, alors qu'ils devraient être une banque d'idées, de réflexions, de propositions pour de grandes orientations en ce qui concerne la question du développement de notre pays. Nous assistons à autre chose aussi, ou si vous voulez. Allons nous dire que nous sommes en droit aujourd'hui d'apprécier autrement ce qui se passe ou de dire le contraire de ce que le contraire de ce qui devait être. En tout cas, on va jusqu'à solliciter l'appui d'autres personnalités qui ont eu aussi la chance donc de diriger leur pays à plusieurs reprises dans bien sûr des contextes bien différents, où donc est la fibre optique dont nous parlons, que nous appelons de tous nos voeux. Que voulons-nous réellement pour les Béninois et pour le pays? Dans votre émission Entretien de ce dimanche, nous allons, dans cette émission que vous allez suivre dans un court instant, Maître Luc Martin Roncarry, avocat au barreau de Cotonou, analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages, recentre ici et pendant 90 minutes avec Latif Boni, le comportement qui devait être celui du Béninois, celui du politicien béninois que nous sommes. Quoi qu'on dise, le Bénin est en marche et atteindra, quoi qu'on dise, les objectifs pour son développement. Après cet entretien de 90 minutes, je le disais tantôt, c'est avec Maître Luc Martin Roncarry. Vous allez suivre le décryptage des faits de la semaine avec Agapite Napoléon Mafourican, consultant politique. Merci de choisir notre compagnie sur ETélé. Merci de nous suivre. Entretien, c'est avec Monsieur Maître Luc Martin Roncarry, qui a été reçu par Latif Boni. Suivons ensemble. Maître Luc Martin Roncarry, docteur Luc Martin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cet entretien-là qui va durer 90 minutes où nous allons lire tout simplement l'actualité, les faits de l'actualité au prisme de vos écrits et de vos contributions, bien évidemment, à la doctrine politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité pour clarifier un peu la position du citoyen que je suis. On peut rassurer les téléspectateurs, on n'a pas fini d'étaler toutes vos prérogatives, activités et même titres. On peut quand même se contenter de ceci qui indique quand même ce pourquoi vous êtes indiqué pour, on va dire, opiner au niveau donc sur ces sujets-là. Et rappeler aussi aux téléspectateurs que nous sommes, c'est vrai, en direct au niveau des fréquences de la chaîne ETélé, mais aussi sur les plateformes de nos réseaux sociaux, notamment YouTube. Vous pouvez nous suivre en cliquant tout simplement ETélé Parakou en tout majuscule. Alors, nous sommes le 31 mars. Vous écrivez ce texte que je viens de citer brièvement, publié finalement le 3 avril 2019, où vous regrettez, au niveau de ce texte-là, vous regrettez les effets dévastateurs des actes des Béninois sur l'image du pays. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril. Est-ce que ce que vous regrettiez là a eu le temps d'être réparé ou vous avez toujours le même sentiment? Je peux vous dire tout de suite que oui, mais avant, vous permettrez de saluer vos téléspectateurs, de leur souhaiter bonne fête. Bonne fête Pascal. La fête de la Renaissance, de la concorde, de l'amour. Je crois que
c'est un peu l'indicateur de ce jour. Je ne sais pas pourquoi ça a coïncidé à ce jour, mais je ne peux répondre à vos questions sans faire ce clin d'œil à ceux qui ont bien voulu nous écouter. Cela dit, ce qui me querelle depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, et qui m'a amené à poster bien cette opinion, c'est aggravé. C'est aggravé parce que constatez avec moi qu'il y a quand même une tension dans le pays. Et l'écho est encore mieux ressenti à l'extérieur à cause des réseaux sociaux. Parce qu'il faut le dire, vous postiez ceci quand vous étiez à Paris. Quand j'étais effectivement en France, et c'est que vous avez tellement d'informations, vous avez des personnes qui vous connaissent et qui vous posent des questions. Mais votre pays est foutu, mais qu'est-ce qu'il y a, maître? Oh, mais le Bénin n'est plus en démocratie. Il semble que c'est le président qui désigne maintenant les parlementaires, etc., etc. Je vous assure que quand vous êtes un patriote et que vous êtes dans votre chaussure, dans votre habit, vous n'êtes pas à l'aise pour ce que le Bénin est en Afrique, tout au moins. Voilà pourquoi une nuit, je me suis dit, mais il faut quand même donner mon opinion, et j'ai donc posté cette opinion. Alors, voilà. Vous dites que les choses se sont aggravées, vous êtes plus éclaireux d'ailleurs, mais une partie de la classe politique dit, pour ce qui se passe bien évidemment, une partie de la classe politique dit lutter pour les libertés et pour la démocratie. Vous ne croyez pas à cette, on va dire, position ou affirmation? Je pense que pour ce que je vois et pour ce que j'entends, nous ne sommes pas en démocratie. Si ça se passe comme ça, et si cela est toléré et compris comme étant une animation d'une vie politique démocratique dans un pays comme le nôtre. Donc, je ne suis pas du tout de cet avis. La démocratie, c'est tout simplement en un mot, la discussion. On ne discute pas en se donnant des coups, en se menaçant. Non, pour s'écouter, il faut rester calme, pacifique et avoir la force des arguments. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les discussions manquent dans ce qui se fait? Nous ne sommes même pas en discussion. Nous sommes tout simplement comme si on était sur un ring en combat pour une chose commune, notre pays. Ce n'est pas nécessaire. On ne construit pas dans la désunion. On ne construit pas dans cette ambiance-là. C'est pour ça que je suis triste, en un mot. Et je peux vous dire que si j'ai accepté votre invitation, c'est que je voudrais profiter de votre émission pour dire aux compatriotes et surtout ceux qui sont dans cette dynamique-là d'arrêter, et que ça ne construit pas le pays. On peut être mécontent, on peut ne pas être d'accord, mais il y a d'autres manières de s'exprimer sans violence. Et puis, il faut que ça se passe conformément à la loi, aux lois de la République. Je ne sais pas, et je ne crois pas qu'il existe des dispositions dans notre Constitution et dans les lois relatives aux élections, au charte des partis, qui permettent que on attente à la vie, à la sécurité d'autres citoyens, on menace d'empêcher. Ce n'est pas des formes de lutte démocratique. Vous assimilez ce qui se passe toujours dans votre post au niveau donc de votre statut Facebook aux querelles en fait byzantines. Pourquoi? Quand on sait que ceux qui sont engagés parlent de droits démocratiques. Oui, et ils ont le droit de s'exprimer et on ne peut pas les en empêcher. Ils ont le droit de se manifester. Nous sommes en démocratie et ça,
Si un jour cela devenait une situation impossible, mais tout le peuple devrait se lever pour dire non, nous réclamons la liberté d'expression, la liberté de se manifester, etc. Mais c'est que toutes ces libertés sont encadrées. Tel que ça se passe, je dis, c'est contraire à toute manifestation démocratique. J'ai ouï dire que il y a 2 ou 3 jours que Dantokpa a chauffé. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui se passe un peu dans certaines localités du pays. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Non. La démocratie, par essence, c'est le système le plus pacifique. C'est le système qui apporte le plus de concorde entre les peuples. Mais qui est basé essentiellement sur les règles du jeu, les lois, et sur la force des arguments. Et il y a les institutions qui peuvent arbitrer tout ça. Je ne vois pas ça comme ça. La seule voie, c'est des menaces, c'est la violence, c'est l'appel à la violence. Je dirais même mieux, l'appel à l'insurrection. Mais qu'est-ce que nous y gagnons? Ce n'est peut-être pas parfait, mais ne cassons pas le pays. Ouais. Nous avons besoin de calme, de paix pour vaquer à nos activités individuellement avec nos insatisfactions relatives. Et puis, voilà, en essayant de nous mettre dans la dynamique de changer ce qui ne va pas. Voilà, c'est ce que ça veut dire la démocratie. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il est totalement heureux et que pour lui, le bonheur du ciel est là, c'est fini. Non, nous sommes tous dedans. Peut-être à des degrés divers, on le ressent, mais il faut savoir pourquoi il en est ainsi. Parce que lorsqu'il y a un problème, la question essentielle, c'est quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Et les causes, je dis, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons progressivement créé ça. Depuis le renouveau en 90 à ce jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Si c'est pour parler de l'ambiance aujourd'hui relative aux élections législatives qui arrivent dans quelques jours, mais il me semble, et je peux affirmer qu'il n'y a pas un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Il s'agit de se conformer aux tests. Et s'il y a des contestations, d'aller vers les juridictions qui peuvent statuer et nous dire quelle conduite à tenir. Lorsque vous avez une décision, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, s'il y a des voies de recours, eh bien, vous avancez. S'il n'y en a pas, vous consommez. C'est dur, mais vous consommez et vous vous organisez pour les prochaines fois. C'est la démocratie. C'est ça. C'est vrai que les uns justement mettent en cause les dites réformes, notamment, pour ne pas dire les dispositions en réalité, la charte des partis politiques, le nouveau code, le code électoral en vigueur. Et donc, vous, ces acteurs-là, les remettent en cause. Vous dites, y toucher aura donc des précédents au niveau d'instabilité, notamment législative. Comment vous expliquez ça et pourquoi les autres ne l'entendent pas de cette oreille? Non, ce qui se passe, c'est de la politique politicienne. Ça n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec nos lois. Il y a des lois qui sont prises par les mêmes qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait à l'aise dans son application. À ce que je sache, les lois ont été votées au Parlement. Et il y a une procédure pour aboutir à ce vote-là. À ce vote.
puis après, il y a quand même un contrôle de conformité par rapport à la Constitution avant la promulgation. Et une fois que c'est fait, que la promulgation est faite, ça veut dire que l'ensemble du pays est d'accord. Enfin, je peux me tromper, mais je crois que c'est le minimum qu'on peut retenir, qu'on peut partager avec les téléspectateurs. Et tout le monde ne peut pas être à 100% d'accord avec une loi nationale. Moi qui suis ici, je peux vous dire que je pouvais réagir pour dire que telle loi n'est pas conforme, n'est pas bien. Je vous donne deux petits exemples. La loi sur la lutte contre la corruption qui a été votée. Si vous prenez cette loi et que vous la parcourez, vous visitez, il n'y a rien de plus agréable, de plus parfait, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais il n'y a rien de plus beau en cette matière si nous considérons son contenu. Mais à ce jour-là, je ne sais pas si cette loi s'applique dans le pays. Parce que si elle s'appliquait réellement, je sais que Monsieur Elias s'est beaucoup battu pour ça, mais ça aurait réglé beaucoup d'autres problèmes. On n'en serait pas là. Mais voilà, on prend une loi pour saboter sans vraiment tenir compte de tous les paramètres sociopolitiques et culturels. C'est nos députés, ils nous représentent, et puis nous sommes d'accord. Une autre loi qui sort du champ un peu politique et gestion transparente de l'État, la loi sur, disons, je vais dire, le code des personnes et de la famille. Mais exemplaire, on a voulu protéger les enfants, protéger la femme, etc. Mais à l'application et en observant, je vois que elle est inopérante. Elle est inopérante, elle est défavorable aux femmes à certains égards. Pourquoi? Parce que les hommes étant ce qu'ils sont, notre culture pour le moment étant ce qu'elle est, nos traditions, notre façon de voir, eh bien, les hommes continuent de multiplier les femmes en créant des bureaux, puis en sécurisant même mieux ces bureaux que la femme qui transpire à la maison. Évasion du patrimoine, et finalement, c'est la femme qui a souffert, qui a fait la vie avec l'homme et construit la vie, qui est défavorisée. En définitive, c'est ça, parce que vous rencontrez des femmes dehors. Je suis avocat, donc je sais de quoi je parle. Dit non, on m'a construit ça, il m'a donné ça. C'est même un préalable. On exige avant le début du tout. Voilà. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'il était vraiment nécessaire pour plaire ou tout simplement pour dire on a fait une belle loi de mettre de telles dispositions? Non. Dit, le principe, c'est la monogamie, l'exception, c'est ceci. Et si vous devez prendre une deuxième femme, il faut que la première vous en donne le quitus, l'autorisation. Dans quel pays, dans quel monde vous allez voir ça? Qu'une femme dise, aujourd'hui là, va chercher une deuxième femme, etc. Si tu veux, tu vas. Donc, ce n'est pas bien. Il n'y a pas de loi parfaite. Je dis ça pour mettre le bémol tout de suite. Mais ça veut dire tout simplement que la loi est la loi. Et par conséquent,
si les lois relatives aux élections aujourd'hui ne sont pas des lois idéales qui peuvent satisfaire tout le monde, il faut d'abord qu'on s'en contente, qu'on s'y conforme, en attendant de l'améliorer pour que les choses aillent normalement. Mais je vais plus loin. Pour ce que j'entends, que je lis, et pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais qu'est-ce que Maître Nkarin dit? Mais il va dire qu'il ne sait pas que, on a imposé, on a dit de prendre cette loi, on a fait ci, on a forcé les gens. Ma seule réponse, c'est de dire, est-ce que c'est sérieux de parler comme ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux? De dire que les honorables députés ont été forcés d'adopter ou de voter une loi. Vous demandez, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Non, il ne faut pas dire des choses comme ça dans notre pays. On est député, on représente le peuple, on vient pour voter en son âme et conscience et selon la vision, la philosophie que l'on a du développement. Dieu merci, nous sommes dans la séparation du pouvoir et non dans une assemblée qui, ma foi, suit automatiquement ce que dit l'exécutif ou ce que souhaite simplement l'exécutif. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que, si tel est le cas, il aurait fallu simplement que l'exécutif et son chef s'entendent, ils prennent un décret, et puis on va aux élections, puis c'est tout. Ça existe ailleurs. Mais si nous avons l'opportunité d'apprécier un test professionnellement, parce que c'est des politiciens professionnels, j'entends, il ne faut pas, après le débat, faire le débat. Là, c'est là que je ne suis plus tellement en accord. On est en train de faire le débat après le débat. On devrait faire sérieusement ce débat. Pendant le débat, au cours du débat. Non. Ce débat devrait être fait dans le cadre prévu. Devrait être fait dans tout le pays. Sérieusement, si on a des députés qui sont en accord et qui connaissent très bien les aspirations de leur mandat, on devrait faire ce débat correctement. On ne l'a pas fait. La loi est votée majoritairement. Et maintenant on dit, ce n'est pas applicable. On ne peut pas faire. Et en moins de 6 mois ou 1 an, il faut en même temps, ma foi, modifier, amender cette même loi. Vous avez vu les résultats. Ça ne peut pas aboutir. Parce que pour arriver à un consensus sur ces questions, c'est très difficile. Très, très difficile. C'est des questions d'intérêt pour les députés. Donc, nous faisons simplement le débat après débat. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ce débat-là. Et il faut arrêter vraiment de distraire le peuple, d'amuser le peuple, surtout de manipuler le peuple. Parce que nous sommes majoritairement analphabètes par rapport à ce qui se passe dans ces documents-là. J'en parle. D'autres seront là et peuvent dire peut-être autre chose. Mais qu'est-ce que vous allez dire des paysans, des femmes du marché, ceux qui vont, j'allais dire, à la pêche, les menuisiers, toute cette grande masse-là. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'il y a dedans? Lorsque nous parlons de constitution, etc. Nous fabriquons des formules pour amener les populations à ne voir que ce que nous leur disons parce qu'elles nous font confiance. Je dis, ce n'est pas sain, ce n'est pas propre, ce n'est pas pur. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'éthique. Ce d'autant que nous le faisons pour nos intérêts et non pas pour ces populations. Si c'était pour elles, le débat aurait été suffisamment fait
au niveau de ces mêmes populations, on se donnerait le temps vraiment d'expliquer et de dire, nous ne parlons qu'en français. Alors qu'on pouvait traduire ces choses-là dans des langues. Pour impliquer davantage de personnes dans la compréhension et dans le débat. Mais écoutez, choisissons une ou deux langues nationales. Et essayons d'amener la population à s'exprimer de façon transversale dans ces langues-là. C'est vrai. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous faisons le débat après le débat et que ce n'est pas propre. Je ne voudrais pas, en ce jour de fête, vraiment offenser qui que ce soit. Je crois que ceux qui m'entendent me comprendront pour dire que ce qui se passe aujourd'hui n'a pas raison d'être. Voilà. Et on n'a pas à accuser quelqu'un. Nous devons nous accuser. Nous aimons trop, dans notre pays, rejeter le tort sur les autres. Et nous ne savons pas nous remettre nous-mêmes en cause. C'est-à-dire que nous faisons comme le besacier. La poche de devant pour les défauts des autres et celle de derrière pour nous-mêmes. Alors que nous sommes à l'identique, sinon pire que celui qui est celui que nous critiquons. On ne peut pas construire un pays sur de telles mentalités, de tels sentiments, notamment la haine que j'observe. On ne bâtit pas une nation sur la haine, l'hypocrisie, la corruption, l'impunité. Le pays va où? Vous ne verrez jamais une nation solide qui a pour valeur ça, et non valeur, travail, moralité, l'amour du patrie, de la patrie, excusez-moi, l'amour de son prochain. Parce que quand vous allez à l'Assemblée, quand vous êtes député, ministre, vous occupez en un mot une fonction publique, c'est que vous êtes un volontariste. Vous n'êtes pas dans votre champ, vous êtes dans le champ de tout le monde. Personne ne vous y oblige. Ça ne devrait pas prioritairement ça vous profiter. Ça ne pouvait pas demander autant de passion s'il n'y avait pas des intérêts particuliers, égoïstes, inavoués. C'est une charge. C'est une charge, mais c'est une charge. Le mot est bien trouvé. C'est une lourde charge. À quelque niveau que vous vous situez. On n'est pas si patriote pour se battre pour cette charge-là. Mais oui, parce que justement, vous y mettez tout de votre être, n'est-ce pas, pour le pays. Alors que vous avez des choses que vous devez faire pour vous-même, vos enfants, votre femme et la famille, les amis autour. S'il n'y a pas quelque chose qui titille les gens, je ne pense pas que ce que je vois là se justifie. Vous voyez? Bon, on veut être député pour apporter le titre d'honorable. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de chacun. On veut être député parce qu'il y a des privilèges attachés à cette qualité-là, etc. Et là, on n'explique pas ça aux populations. On dit, je vais pour défendre la démocratie. Est-ce que quelqu'un a touché la démocratie comme ça? La démocratie, c'est comme Dieu. Défendre le peuple. C'est comme Dieu. Vous la touchez comme ça? Non. On vit la démocratie dans la réalité. François Mitterrand dit, une démocratie qui n'assure pas le bien-être du peuple n'est pas une démocratie. Une démocratie qui ne sort pas le peuple de la misère n'est pas une démocratie. C'est autre chose. Et voilà bientôt 30 ans que nous sommes dans le renouveau. Démontrez-moi que ça va bien. Au contraire. Quand on vous entend et quand d'ailleurs on vous lit à travers les deux ouvrages que j'ai pu lire, on sent effectivement, on va dire, cette amertume-là que d'ailleurs vous traduisez depuis le début de cette émission. Mais ceux qui animent la classe politique, pour la plupart, ne sont pas, on va dire, dépourvus d'intelligence quand même. Comment alors comprendre cet écart-là entre l'engagement réel pour le bien-être, pour le développement et les querelles byzantines auxquelles on est en train d'assister? Comment comprendre ça?
Oh, ça va être un long débat, mais si je dois dire quelques mots à cette interrogation, c'est, comme je l'ai dit, ça peut être tout simplement insuffisant d'informations. Je ne veux pas sortir le mot ignorance pour insulter. Non, chacun a son niveau. Suffisance d'informations. Oui, suffisant d'informations. Et insuffisant de formation. Parce qu'il y a de très bons politiciens. Il sait, bien sûr, il a des avantages. Vous prenez la définition d'un parti, on vous dira à la fin qu'il défend ses intérêts, il veut aller au pouvoir. Donc, forcément, il y a des intérêts directs. Il y a des intérêts. La question, c'est de respecter les principes, les règles qu'on s'est données. C'est à ce niveau qu'il y a problème. C'est à ce niveau que je trouve que il manque du patriotisme. Aimer son pays. Aimer les générations à venir. Parce que la question relève du développement durable. Tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ils ont réussi quelque part leur vie. C'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là. Mais est-ce que vers midi, 11h, midi, 13h, vous circulez un peu à Cotonou, Porto-Novo, dans nos grandes villes et que vous voyez les enfants déambuler, quitter l'école, ça ne vous donne pas de frissons? Dis, mais tout ça là va trouver à travailler au Bénin ici. Mais c'est explosif. Attendez, si on continue comme ça, dans les années à venir, ce n'est plus loin. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, en Algérie et ailleurs. Et ça ne s'arrêtera pas. Tant qu'on ne rentrera pas dans les aspirations du peuple, tant qu'on ne cherchera pas à dire, moi, je suis venu, je veux aider, je veux donner de ma connaissance, de mon savoir-faire, pour aider un tant soit peu mon pays. On ne sera jamais parfait, on ne fera jamais tout bien. Mais quand même, le peuple n'est pas bête. Quand il voit que vous faites dans son intérêt, il vous applaudit même. Il n'est même pas exigeant chez nous. Mais j'avoue que, quelque part, notre classe politique n'a pas trop d'égards pour les populations. Mais d'ailleurs, vous soulignez que ce sont ces populations-là les dindons de la farce dans tout ce qui se joue. Oui, parce que, voyez-vous, depuis 90, on a commencé le renouveau jusqu'à ce jour. Rendez-vous compte de ceci. On parle de consensus. J'aime bien ça. Mais le consensus est rompu depuis 91. Depuis 91, quand on a fini la transition, même déjà dans la transition, ça bégayait. D'accord? Nous étions soudés autour du président Soglo. Les gens ont pleuré. On a prié. Les mosquées, les églises, synagogues s'il y en a, pour dire, oh, celui-là, ce sauveur que nous avons eu du mal à désigner avec tant de douleur, il ne faut pas qu'il nous quitte. Mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. Dieu merci. Il est encore là. Et tout ce qu'il a accumulé jusqu'à ce jour, mais il le rend à la population dans une certaine sagesse que je ne vois pas aujourd'hui. Je le vois trop partisan, pas au-dessus de la mêlée. Ça me gêne un peu parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui quand il était aux affaires. Lorsqu'on l'acculait, il dit il n'y a que celui qui ne travaille pas. Qu'on n'accule pas. Non, qui ne commet pas d'erreur. Okay. Ce qui veut dire que quand on est aux affaires, on ne peut pas tout faire bien. Je ne connais pas de gouvernement vertueux, complet, parfait, qui règle tout. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ailleurs. D'accord. Il a dit, j'ai retenu ça. Puis, l'adversité politique que l'on dissimulait derrière une certaine opposition, j'aimerais bien qu'on en parle. Eh bien, il a dit, on ne peut pas évoluer comme ça parce que
Il y a trop de pesanteurs socio-psychologiques qui font que c'est difficile. Mais je n'irai quand même pas chercher des Béninois à l'extérieur. Non, des étrangers pour venir travailler pour le Bénin. C'est ceux qui sont là, qui ont travaillé sous PAPB, qui sont encore, qui n'ont pas fait, et d'autres. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Il a dit. Mais c'est encore sous lui qu'on a dit, bon, on ne va pas manger pavé, tout ça. Parce qu'il avait dégraissé l'administration. Mais c'est toujours sous lui que moi j'ai vu son ministre à l'époque, Alabi Bégan, interdire ou empêcher le PRD de faire campagne. Authentique. Donc un gouvernement, il fait bien, il fait mal, etc. Bon, nous ne sommes pas dans la perfection, on voit ce qu'il y a. Déjà, quand il est venu, il y avait contestation sur les résultats. Il a fallu Monseigneur Isidore de Souza pour convaincre... Pour improviser cette intervention-là à la télévision nationale. Et dire non, et convaincre le président Kérékou de ne pas insister. Le pays était au bord vraiment d'une situation catastrophique. Parce que Kérékou et les autres estiment que c'est eux qui ont gagné. On ne peut pas sortir de la conférence et recommencer ce que nous avons réglé. Hein? Bon, nous avons vaincu la fatalité, avons-nous dit. Mais c'est justement ça. Notre papa, pour ne pas dire grand frère, professeur Albert Evoidre, mais il a fait entre griffes l'opposition la plus virulente contre Soglo. Au point où Soglo disait à l'époque, le président Soglo disait, mais attendez, ça, je n'accepterai pas la wadisation. C'est-à-dire ce qui se passe au Sénégal où Wad était acharné contre Dif et qu'on dit, bon voilà, il faut qu'on lui trouve quelque chose pour qu'il se calme. Lui dit, il ne fera pas. Ça, c'est notre pays. Hein. Il faut que les jeunes de moins de 20 ans, ou qui ont 20 ans, qui iront voter, 18 ans déjà pour aller, comprennent certaines choses. Et à l'époque, NCT, c'est ce même parti qui a travaillé en sourdine pour que le président Kérékou revienne. Vous me suivez? C'est pour vous dire qu'il n'y a plus de consensus depuis ce temps-là. Il n'y a jamais eu pratiquement... Mais ils ont brisé... Mais le consensus, le mot, c'est le président Kérékou qui l'a sorti. Parce que fin politicien, tacticien, il sait qu'ils ne vont pas s'entendre. Et s'ils ne s'entendent pas, ben lui, il repart, il rebondit. Ça l'arrange. Et il a dit, ce n'est pas une situation politique. Le problème n'est pas politique, le problème est économique. Bon, ne revenons pas sur ces détails. Mais le pays était en bloc. Mais je note au passage, nous avons vaincu la fatalité en 90, mais déjà en 96, celui qu'on croyait être le mauvais est revenu en force. Et tenez-vous tranquille, il a fait 10 ans. Alors que lui-même a dit, non, je n'aurai que 5 ans avec sa Bible. J'ai mes apprentis qui ne savent pas encore faire la politique. Je vais leur apprendre pendant les 5 prochaines années. Et passer la main. Et passer la main. On sait la suite. La suite, vous avez vu. Si vous avez bien suivi et que Kérékou est revenu, Ongwedi, premier ministre qu'on appelait Bayor, il n'a pas tenu à la primature. Pour des querelles byzantines. C'est ça. Une fois encore, manque de consensus. Mais il n'y a que ça dans ce pays. La haine. Nous ne nous aimons pas. Il faut le dire suffisamment et qu'on change de mentalité. Et ça, je ne vais pas me le cacher pour lui. Manque de s'aimer, manque aussi d'aimer le pays. Mais on commence d'abord par le pays. Je peux ne pas avoir d'affection particulière pour quelqu'un. Monsieur Latif, on ne se connaissait pas. Vous m'avez invité jeudi
attention, je n'ai pas la langue de bois, je dis ce que je pense le plus sincèrement possible. Il dit, oui, venez, monsieur, il n'y a pas de problème. Je suis venu. Écoutez, quelle raison y a-t-il de porter l'autre si mal dans son cœur? C'est ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé. Parce que en 2005, moi j'avais, avec une association, nous avons travaillé ensemble. Nous avons 2005, déjà... fin du deuxième mandat du général Kérékou. Alors, c'est le président Yahi qui devrait arriver. Dites-moi, si vous rappelez bien, le second tour, ça s'est passé comment? En moins de 72 heures, c'est même trop. Cela est conforme à quelle loi de notre République? Le second tour. Sortez la Constitution et soulignez-moi ça. Où est la campagne qui a été faite pour le second tour? Et les résultats ont donné exactement 25-75. C'est-à-dire, on a maintenu, et tout le gardien qui est venu, on a fait une addition. Écoutez, c'est incroyable. C'est comme si, pour ce second tour, les mêmes sont repartis, ils ont fait le report automatique arithmétique. Et que toutes les populations ont suivi tous les reports. Et donc, parce qu'on veut avancer. Ça ne peut que créer des frustrations. Ça ne peut que créer des frustrations. Et à la fin, en 2011, cette fois-ci, l'affaire est possible, croyait Ngwedi, mais c'est un chaos qui a fini par sortir. D'où, en sciences politiques, si nous devons être objectifs et faire une très bonne analyse de la situation sociopolitique ici, il n'est pas possible à un candidat. Il n'est pas possible à un candidat. Peut-être à la limite, Kérékou s'il était encore là. Il fait un chaos. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Moi, et donc, tout ça pour montrer... Pourtant, notre renouveau a continué. Et, soit dit en passant, je dois quand même reconnaître que Ngwedi, le président Ngwedi est un homme pacifique. Parce que ce n'est pas évident du tout. D'ailleurs, dès le départ, il dit non, nous n'allons pas laisser les gens voler notre victoire, c'est nous, etc. Mais après, tout est rentré dans le silence. La population lambda ne peut pas comprendre tout ce qui se passe en dessous. Nous sommes en politique. Donc, nous évoluons. Alors, en 2016, qui peut jurer que c'est le président Talon qui serait là? Peut-être lui. Au départ, c'est une folie de parier. C'est ça la vérité. Mais il se trouve que à la fin, c'est lui le joker. Et il n'a pas fait un coup d'État. Vous me suivez? C'est pas un coup d'État, c'est pas un coup de force. Nous-mêmes là, on est sortis, dit non, Zissou, jamais, Yovo, comment on appelle-t-on, Adjavon, et c'est vraiment, était des choses comme ça, on a tout dit. Puis, nous avons élu notre président. Il est notre président. Mais 3 ans, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'il y ait tant d'adversité aujourd'hui? Non, j'entends des choses abominables. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit, etc. Est-ce que il veut aller vers le pouvoir? Non, moi, je reste objectif. Ces préjugés ne m'empêchent pas de dire. Parce que ce que j'ai constaté est ceci. Eh bien, nos présidents sont mauvais quand ils sont là. Quand un autre vient, ce qui est mauvais hier est bon. Devient beau. Donc, s'il finit son mandat, il n'est pas reconduit, ou s'il est reconduit, le jour où il partira, c'est à ce moment qu'on va commencer par dire, bon, vraiment, c'était la lutte politique qui nous en excuse. Il a fait de très belles réformes. Non, il faut qu'on arrête ça. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie.
tous nos présidents sont mauvais. Depuis le renouveau à ce jour. Tant qu'ils sont au pouvoir. Mais Soglo a été clanique, familial, pouvoir, gna gna gna, tout ça. Mais il est meurtri dans sa peau. Kérékou est revenu. Oui, c'est le Nord, il connaît rien. Bon, il n'est pas intellectuel. Et lui, il dit de nous autres, ben, vous êtes des intellectuels tarés, vous n'avez rien compris. Puis, il a dit, ouais, c'est l'homme neuf. Il va tout révolutionner. Émergent, changement, corrivé. Il vient 2 ans après, il ne vaut plus rien, il faut l'abattre. Il y avait un accord de gouvernement ou un accord politique entre eux et la classe politique qui faisait histoire. On ne nous sortait pas ça, mais on en parlait tous les jours. Et ça, c'est le peuple ou bien c'est quoi? C'est les intérêts. C'est les intérêts. Et c'est la même chose qui continue. Je présume que si, entre griffes, l'expression que je n'aime pas, le gâteau était partagé autrement et donnait satisfaction à certaines personnes, eh bien, le pays serait calme, peu importe les souffrances et la misère du peuple. Si le gâteau était partagé. Oui, parce que, en définitive, quand vous décryptez tout ça, c'est est-ce que mes intérêts sont préservés? S'ils ne le sont pas, c'est mauvais. C'est pour ça, je reviens maintenant pour vous donner la réponse. C'est la population, les populations qui sont les dindons de la face. Les politiciens nous manipulent sur la base de leurs intérêts. Et ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous traînons. Revenons aux faits, parce qu'effectivement, on est remonté dans le temps pour relever cette ressemblance-là pratiquement des tensions à certains carrefours de la manifestation de notre démocratie. Revenons donc aux faits aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on regrette, entre autres, le fait qu'il y ait 2 partis qui se soient tirés d'affaire dans ce passage-là que nous avons appelé, on va dire, les mailles de notre code électoral et bien évidemment de la charte des partis politiques. Ce passage-là réussi par 2 partis politiques, donc les gens regrettent ça. On parle de partis siamois, de partis jumeaux, si vous voulez dire, mais tous appartenant à un même père, le chef de l'État. Vous répondez quoi à ça, vous qui êtes politologue, essayiste, avec 2 ouvrages que j'ai devant moi et que j'ai lus et sur lesquels nous allons d'ailleurs revenir de long en large. À votre volonté, je suis disponible. C'est tout simple. Voyez, j'ai dit, il y a un manque ou une insuffisance d'information, pour ne pas parler d'ignorance en certaines matières. Parce que là encore, on ne peut pas tout savoir. Mais la faute n'est pas de ne pas savoir. La faute, c'est de ne pas chercher à savoir, à se rattraper. Oui, c'est là le mal. Un parti, c'est comme une association, mais dont l'objectif principal est d'avoir un programme politique et de prendre le gouvernail du pays et de proposer son modèle. Dans ce cas, effectivement, on a des sociaux, on a des... voilà. Donc, une association a des organes dirigeants et on connaît les membres. Moi, je veux savoir si le président Talon est membre d'un parti. Pour le moment, dans le pays, je n'ai pas encore connaissance de ça. Les dirigeants des 2 partis s'en sont défendus. Il n'est ni membre ni sympathisant de l'un ou l'autre des partis. Ce qu'il est, c'est qu'il est le président de la République. Le centre d'intérêt est là. Et nous sommes en politique. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Il ne faut pas leur lancer trop de flèches. Il faut reconnaître que chacun se positionne, fait ses calculs. Je fais comment? Lui, président, il a besoin d'une majorité pour faire conduire ces réformes, notamment, pour exécuter son programme qu'il a promis à la population. Donc, naturellement, déjà, nous sommes avec toi. C'est ce qui s'est passé, me semble-t-il. Et donc, le président Talon n'est pas un
partisan. C'est-à-dire, il n'est pas membre d'un parti et il n'est pas responsable d'un parti. C'est une inexactitude de dire qu'il a fait 2 partis. Non. Les partis politiques et mouvements politiques se sont organisés, se sont mis ensemble pour dire nous soutenons tel pouvoir parce qu'ils estiment que l'intérêt du pays et leur intérêt sont là. C'est ça la vérité scientifique. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que si le président Talon lui-même dit « ça y est, c'est fait, j'ai 2 partis qui me soutiennent », ce sont mes partis. Je mets mes partis. Il les revendique. Il les revendique. Non, politiquement, il va les revendiquer. Il n'y a aucun problème. Mais s'il se trompe dans son mind pour dire, voilà, des compagnons fidèles. Mes propriétés. Mes bienfaiteurs. Il se trompe. Ce serait une erreur politique monumentale. Je vous le dis, c'est très simple. J'aime avancer les choses. On verra d'ici quelques mois ce qui va se passer. On peut spéculer dans cette erreur-là à ne pas commettre. Parce que, non, je crois que quand j'analyse bien comment il conduit son affaire, il ne commettra pas cette erreur. Il sait très bien qu'il y a des gens qui sont peut-être inconditionnels à lui, c'est lui qui connaît les rapports, mais il doit savoir aussi que il y a des gens qui veulent simplement porter son chapeau pour aller au Parlement. Arriver au Parlement, ils savent ce qu'ils vont faire et comment ils vont fonctionner. Et ça ne ratera pas. C'est pour ça que, quelque part, quand on dit il a déjà une majorité acquise, etc., je dis oui et non. Dès le départ, oui, tout le monde va chanter ça. Mais après, avec tout ce débat qui se fait aujourd'hui, certains vont estimer retrouver leur virginité, leur popularité en disant non, 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 je ne suis pas d'accord avec lui, ce que ça fait, etc. Et vous allez voir d'autres recompositions. Parce que nous sommes trop versatiles. On n'a pas de conviction. On n'a que les intérêts. Parce que nous n'avons pas d'idéologie, de fondement, de valeurs que nous suivons. On n'a que les intérêts. On veut les honneurs, on veut les places, on veut l'argent, on veut. Point. C'est ça la réalité. C'est pas de la politique vraiment, hein. Non, c'est un peu le business. Maintenant que ces partis ont un contenu en termes d'idéologie, est-ce que ça peut arranger cette nature-là que vous décrivez? C'est des mots, c'est des mots. Vous savez, en 2011, il y avait 3 blocs. 2011, FCBE, Union fait la Nation et ABT. J'avais écrit un article pour dire, oh, c'est une opportunité pour nous que tout le pays se soit retrouvé de façon volontaire. En 3 grands blocs. En 3 grands blocs. Je dis, ce serait une très bonne chose si ces blocs évoluaient normalement. Mais à l'époque, les blocs n'avaient pas un contenu clair en termes d'idéologie, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai pensé que ce que souhaitaient les rédacteurs de notre Constitution, que le miracle veut se réaliser. Et qu'on aura 3 grands blocs. À l'époque. J'ai même essayé de dire, il faut que l'un des blocs s'appelle Parti démocratique, l'autre Parti républicain, et un troisième parti indépendant, pour quelquefois faire le centrisme. Le centrisme. Mais ça a volé en éclats après les élections. C'est foutu, ça. Vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. Ne soyez pas surpris que demain les choses changent. Et le président Hongbeyi, à un moment donné, il a dit non, mais ça c'est une majorité à géométrie variable. Mais ça demeure vérité des vérités jusqu'à demain. Simplement parce que vous ne pouvez pas faire un sondage dans ce pays et dire ça c'est vrai. Nous ne sommes pas sincères, on ne se parle pas sincèrement, on n'est pas véridique. C'est dit que même les réponses que les gens vous donnent, vous n'avez pas la certitude que... Vous perdez votre temps si vous êtes là, ici, dans ce pays. On n'a pas le courage de ces opinions. De dire,
Voilà ce que je veux. Je ne veux pas ceci. Mais voilà pourquoi je suis attaché à telle valeur, donc ça m'intéresse. Tu peux te retirer quand ces valeurs sont bafouées. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est d'abord les intérêts. Vous allez voir, les gens, ils sont dans les partis, les mouvements. Et le chef du parti, le chef de mouvement va négocier. Et puis, bon, il est positionné. Et après, les autres ne savent rien. Ça s'en va. Ça éclate. Bagarre, bon, on court, on va recomposer. Comment on peut construire une nation comme ça? Il y a un problème réel. Il faut diagnostiquer et avancer. Sinon, nous sommes dans une démocratie qui ne nourrit pas son peuple. Et donc là, ce n'est plus une démocratie. Notre aîné, doyen, je dirais même maître, donc le bâtonnier de Soroubet, j'ai lu sur un des réseaux que il dit, après la sortie du président, il peut dire sans trop se passer à côté de la vérité que nous ne sommes plus en démocratie. Quand j'ai lu, j'ai dit les diplomates. Oui, il a de l'expérience, de l'expertise. C'est diplomate que le dit ça, c'est pas explosif. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que il y a déjà 10 ans, 15 ans, j'écrivais des choses ici. Notre démocratie est en panne, notre démocratie est en peine, notre démocratie est trop coûteuse pour nous, on n'a pas les moyens pour faire, il faut revoir les choses. Personne ne m'a écouté, hein, parce que qui moi je suis, nul n'est prophète chez soi. Bon, là n'est pas le problème, c'est le citoyen qui s'amuse à chercher. Mais, en vérité, vous croyez que depuis 91, 92 qu'on est en démocratie? On ne l'est pas. Non, c'est un semblant de démocratie. On ne respecte rien. Tout ce que je vous ai dit en synthèse, parce que si on rentre dans les détails, vous verrez. Mais on n'a jamais rigoureusement respecté les règles. On s'entend entre, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont bien rodées pour ça. Et puis après, on trouve la formule pour dire au peuple, voici la vérité. C'était la démocratie. Et qu'il faut accepter, c'est la démocratie. C'est le cas du chaos. Comme d'autres choses. Il faut être clair là-dessus. Et je vais vous dire, depuis que ce chaos est arrivé en 2011, suivez bien l'actualité sur le continent africain. Est-ce que vous avez vu encore un président échouer? Toujours au premier tour, chaos, il passe. Sinon, à la limite, les résultats sont poussés presque là. Et après, au second tour, on fait semblant, ça y est. Ça n'entretient pas la démocratie. On fait école sans entretenir. Comme nous avons fait école pour la conférence nationale. Donc, il est important que nous rentrons en nous-mêmes, nous essayons de dire, nous allons bâtir ce pays pour l'avenir. Je ne suis pas naïf, hein, parce que il n'y a pas un pouvoir auquel n'est pas attaché des privilèges. Quand nous étions en université dans les années 80, il y a quelque chose qui me surprenait. On prend le bus, on s'accrochait comme des chauves-souris, et puis voilà. Pendant ce temps, les membres du comité central et consorts, ils ont leur véhicule 504 noir, etc. Ça circule, ça vient. Et les communiqués sortaient. Et un jour, le PCB a sorti un communiqué pour dire, ben, encore une fois, la voix d'intellectuels rassasiés d'Ochop-Pierre, tous on a épouffé de rire dans le bus. Et certains ont dit, notre tout vient, notre temps vient. D'ailleurs, moi, je vais m'inscrire en Sciences Po. Oui, je vais faire les relations internationales. Je vais faire l'administration. Moi aussi, j'irai faire ça. Notre tout vient. Oui, notre tout vient. Une jeunesse étudiantine qui dit ça. Ça n'a pas raté. Je ne sortirai pas de nom. De la génération. Bien sûr. Certains ont eu le tout. Mais bien sûr. Vous comprenez? J'ai dit, écoutez, nous,
par rapport à ceux qui sont sur les motos et qui passent, on est privilégié parce que même si en chauve-souris, on est accroché au bus, nous, c'est le bus d'étudiants. Et quand les gens nous voient, ils nous admirent. Ah, ça, c'est des étudiants. Donc, le ministre, le membre du comité central, etc., qui roule en 504, je trouve que c'est normal. Demain, il ne sera pas là. Si tu as les mérites et tu remplis les critères, peut-être tu seras là. Mais il ne faut pas dire que c'est ton objectif, coûte que coûte, au dépens du pays. Bon, on faisait ces blagues-là. Mais c'est pour vous dire tout simplement que tout pouvoir a ses privilèges et il ne faut pas faire chose là. Mais le mal, c'est que non seulement on jouit de ses avantages, mais pire, le peu qui est réservé à la grande masse, on en dispose comme on veut. Et c'est ça, c'est à ce niveau que ça ne va plus. Et je pense qu'il faut faire quelque chose pour réprimer ça, c'est-à-dire ce que nous appelons l'impunité. Alors, cette impunité-là, ce beau tableau de démocratie semblant pour couver des choses les plus ignobles, surtout qui n'avantagent pas l'État, qui ne favorise pas le développement, ce tableau-là est une orchestration de faire semblant. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à oublier ce parcours qu'on doit faire vers le développement ensemble? Ne pas oublier, on a mis en place un système qui est en inadéquation totale avec nos réalités. Ce que nous avons, notre constitution là, notre constitution n'est pas, comme on pourrait le dire, une constitution de développement. Non, non, non. Non et non. Notre constitution qui, quand même, le fruit d'un génie. Oui, bien sûr, mais moi j'ai du respect. J'ai du respect pour les pères de cette constitution. Ah si, attendez, il ne s'agit pas... Pour la conférence inspiratrice quand même de mais c'est ça. C'est tout le peuple et les sachants, ceux qui sont spécialistes en la matière, ils ont sorti ça. Encore qu'il y a eu des débats autour pour dire que ce n'est pas ce qu'on voulait vraiment. Mais 30 ans après, il faut reconnaître qu'il donne des signes de faiblesse quelque part. Parce que nous avons donné... Nous prenons l'homme comme Dieu, en conférant à l'homme tous les pouvoirs qu'on a laissés à l'institution président de la République. Mais en même temps, on trouve que le président de la République est un monarque, et il est un dictateur. On a dit ça à tous les présidents jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on ne s'interroge pas sur comment est-ce que le monarque a eu les leviers justement. Pourquoi le monarque se passe C'est vrai que dans ces ouvrages que nous avons pu lire, les deux ouvrages d'abord, le premier pour la Nouvelle République Bénin-Afrique, démocratie consensuelle, vous mettiez déjà le doigt sur ce que vous appelez mal, effectivement, qui génère tout ce que nous venons de décrire, et vous appelez à la refonte de l'essentiel, pratiquement, la réécriture de la Constitution. Et de toutes les façons, puisque l'opinion publique m'entend, me voit, m'écoute. J'ai un nom, une identité. Je ne me cache pas pour le dire, ce que je vous dis là. J'ai écrit dans pas mal d'articles. Des articles. Oui. C'est pas que ça. Et je n'arrête pas de dire, je le dirai jusqu'à la fin. Tant que nous serons là, cette constitution, elle est plus puissante que la constitution, donne plus de pouvoir au président de la République que la constitution des États-Unis, que le président de la France, que le président, pas le président, le chancelier allemand, etc. etc. Et vous dites que le président ne va pas exercer son pouvoir. Vous avez vu un homme qui a le pouvoir et qui ne l'exerce pas. Montesquieu avait dit que qui a le pouvoir abuse du pouvoir. Et plus il en a plus il est porté à en abuser. Or, le pouvoir par définition corrompt. Nous parlons de la corruption.
Et donc le pouvoir absolu corrompt absolument. Or, c'est le pouvoir absolu que notre constitution donne au Mais comment vous président. Comment vous pouvez imaginer, sans contrôle pratiquement, le président à tout de bras distribue tous les postes. Que ce soit les hauts magistrats, que ce soit le gouvernement, le ministre, c'est lui qui sort sa liste. On dit sur avis du Parlement. Non, mais c'est pas un avis, ça. Information. Je vous dis, voici, c'est ça, et puis ça y est. Mais il désigne les ambassadeurs, c'est bon. Chef de l'armée, c'est bien. Il désigne le maximum des représentants dans les institutions de contre-pouvoir. Dans la pratique, vous rappelez dans les livres qu'à aucun moment le Parlement n'a poussé un président à revenir sur ses désignations. Et il ne peut pas, parce que les prérogatives. Oui, c'est un avis facultatif. Il ne peut pas imposer. Vous avez vu aux États-Unis, vous êtes ministre de la Justice, de la Défense, de ci, de ça. C'est une longue enquête qui est faite autour de vous, depuis votre naissance. Ensuite, vous allez répondre devant le Sénat et les autres juridictions à des questions précises, compte tenu de ce que l'on a de votre passé, pour voir si vous pouvez réellement préserver les intérêts des États-Unis. Le président, il est président, nous l'avons élu, mais il propose. Mais c'est ceux qui sont là-bas, qui sont élus et qui savent ce que ça veut dire être élu, c'est eux qui apprécient. Nous sommes d'accord. Vous avez jamais vu ça ici? Vous là, vous êtes là. Demain, le président peut vous nommer, il n'y a pas de problème. À tout ce qu'il veut. Il nomme, il a nommé, c'est la Constitution qui lui en a donné le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Point barre. Pour arranger, pour faire face à ça, pour accompagner... je précise, nous sommes dans un régime présidentiel. Ce n'est même pas le type de régime que nous avons en France, semi-présidentiel ou présidentialiste, etc. qu'on dit. Parce qu'à la limite, c'est un régime parlementaire, il y a un Premier ministre qui répond devant le Parlement. Et s'il n'a pas la majorité acquise, ben voilà, pas une vote de défiance, on peut le sauter. Ici, vous ne pouvez pas, en principe, bouger le président. Il fait son mandat. Tout comme il ne peut pas bouger, renverser le Parlement. Et le pouvoir judiciaire reste un pouvoir autonome. Vous prenez ce document à l'article 125, c'est dit clairement, hein, du pouvoir judiciaire, titre 5. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême. Mais c'est dit clairement, sauf que vous démontrez que ce pouvoir n'est pas indépendant. Roland Dumas dit que c'est à l'aune de la justice qu'on peut mesurer l'indépendance. Non, la démocratie. La démocratie. Si la justice n'est pas indépendante, de quelle démocratie vous parlez? Vous avez vu comment Donald Trump il réagit quand on lui dit, parce que il peut passer devant sa juridiction. Ben oui, c'est la preuve établie. C'est pour ça qu'il joue son va-tout. En amont. Absolument. Là-bas, il n'a pas dit non, écoutez, je suis président, je suis intouchable. Non. Mais dans nos pays là, vous avez vu, on a jugé quel président? C'est quand vous êtes là que vous avez chaud. Quand vous n'êtes plus là, on ne peut pas. On n'est pas encore arrivé là, ça va être très difficile. Je dis bien très difficile. Donnez-moi un cas, un exemple de n'importe lequel de nos anciens présidents. Je ne rêve pas qu'on peut en juger dans les années à venir. Parce que nous ne sommes pas encore une nation. Nous ne sommes pas encore un pays tellement solide, attaché aux valeurs républicaines, à la nation, pour dire, ah, il a fait, il en répond. Je vous donne un exemple. Que le président Talon tente de toucher le président Yahi sur des questions données. Pourtant, on ne peut pas gouverner sans qu'il y ait des choses à reprocher.
le pays va se briser. Mais pourquoi est-ce que le président Soglo se permet tout ce qu'il se permet qu'un simple citoyen lambda ne peut pas faire? Et lui-même dit, je suis le seul à pouvoir le faire, le dire. C'est pour ça que je le dis. Et il attaque la dignité d'un président en chair, de sa vie privée. Vous trouvez ça normal? Dans une république, en démocratie? J'ai jamais vu ça. Justement, est-ce que, maître, est-ce que ce n'est pas pour arranger tout ça, on va dire que les réformes sont en cours, réformes notamment au niveau politique, lutte contre la corruption, mais surtout cette tentative-là de réviser la Constitution, est-ce que ce n'était pas pour rééquilibrer donc les institutions, comme d'ailleurs vous le proposez pour la Nouvelle République, Bénin, Afrique, démocratie consensuelle? Bon, de toutes les façons, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais ce qui est objectif et qu'il faut reconnaître, depuis notre renouveau démocratique qui a commencé en 90, c'est la première fois que j'ai vu et j'ai entendu, parce qu'on ne me racontera pas l'histoire de ce pays, des pans peuvent m'échapper, mais grosso modo, je tiens. Vous observez, vous notez. Très bien. Vous écrivez d'ailleurs. Voilà. C'est la première fois que j'ai vu un président de la République accepter de remettre en cause par avance son mandat en disant je veux un seul mandat et je veux qu'on fasse des réformes. Le pouvoir du président de la République est si énorme que s'il veut tenir, il tient tout le monde. Ce qui est vrai. Ça ne se dit pas en politique. Mais le candidat l'avait dit. Moi, j'ai écrit, les dates sont là. Tout à fait. Là-dessus. Avant. Je dis, mais il y a quelque chose de sérieux qui va se passer dans mon pays. Moi, je suis prêt à accompagner ces réformes-là de la manière dont je peux. C'est une réalité. Pourquoi on ne comprend pas ça, on n'accepte pas ça? Je vous dis là, ici, aujourd'hui, que ceux qui sont contre la façon de faire du président, qui a des égards, on peut s'interroger, qu'ils disent, écoutez, c'est la dictature, ils disent n'importe quoi. Est-ce que on peut me désigner ici, aujourd'hui, au Bénin, un Béninois qui peut aller au palais de la République, là, la présidence, là, et faire autrement que ses prédécesseurs? Je défie. Je ne veux pas faire de mesures là. Là, je défie. Parce que en 2016, me semble-t-il, alors qu'on ne savait pas du tout, on était en août, juillet, quelque chose comme ça, on ne savait pas qui serait encore candidat. Je suis revenu sur mon document, là, j'ai écrit un article. Et j'ai dit, le prochain président ne sera pas plus vertueux que ses prédécesseurs. Je n'ai pas la date, mais je peux retrouver ça aisément. Vous allez sur Google, vous allez voir ça. Parce qu'en fait, c'est plus la Constitution qui mais dispose. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système et de ce qui est écrit. C'est tout. Mais quel est lequel de nos présidents, depuis le président Soglo, Kérékou, Yahi et maintenant Talon, qui dans sa chambre ou dans sa douche a bombé le torse pour dire, moi je serai mauvais, on va me décrire, on va m'insulter, on va me faire ceci, je veux ça, c'est ça. Non. Ils viennent tous avec de bonnes intentions. Mais le document qui est là leur donne tellement de pouvoir que l'homme étant par nature imparfait, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas respecter tout. Ce n'est pas possible. Et je vous ai dit tout à l'heure que le pouvoir corrompt le pouvoir absolu
corrompt absolument. Et quand on en abuse, que c'est possible. Vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, je vous parle ici, je dis ceci. Nommez-moi président aujourd'hui avec cette constitution. On vous méconnaîtra. Parce que, tout simplement, je vais vouloir appliquer ce qui est ici. Ce n'est pas moi le problème. Mais parce que ce que vous ne savez pas, que ce soit les anciens présidents ou celui qui est là, quand il rentre chez lui, il ne rigole pas. Il ne plaisante pas avec sa famille. Est-ce qu'il ne trouve pas des moments pour se détendre? Bien sûr que oui, il a du cœur. Comme nous, il se déshabille, se lave comme tout homme. Il est un homme. Mais dès qu'il rentre dans les fonctions du président de la République, c'est autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut rééquilibrer les institutions. Parce que, dites-moi, depuis 90 à ce jour, est-ce qu'il y a un parlement qui a réellement contrôlé le gouvernement? Seul le premier parlement qui était rempli vraiment de gens bien outillés, seul ce parlement a tenté vraiment quelque chose. Et c'est là que je disais que le professeur Thévold était assez virulent. Et quand le président Soglo parle de ce qui a fait perdre la vue à notre grande Amazon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie sur cette question-là. Mais c'est les questions, ça. Donc ce n'est pas bon. Il faut corriger ça, rééquilibrer et donner le pouvoir au peuple, à l'Assemblée, pour qu'il contrôle le gouvernement. Moi, j'ai proposé que, ma foi, un parlement peut être à même de dire à un ministre, vous sortez de là, si vous ne pouvez pas démissionner. Si le ministre lui-même ne démissionne pas et que le président ne le démet pas. Une chose et son contraire. On a un Sénat aujourd'hui autonome et indépendant. C'est le président Yonofun qui a eu l'initiative de commencer par sortir ce projet ou avant-projet de loi. Parce qu'on veut que cette institution soit autonome, indépendante et qu'on lui met seulement les moyens qu'il suit. Aujourd'hui, on doute de la sincérité de cette institution. J'ai écrit là que ce n'est pas nécessaire de remettre les choses en ordre, en l'état, de laisser le pouvoir régalien, le ministère de l'Intérieur. À partir du moment où le président de la République ne sera pas reconduit, il n'y a pas de souci. C'est dit, effectivement, il faut le rappeler, vous proposez le titre de l'un de vos ouvrages, d'ailleurs, éloquent mandat présidentiel unique de 5 ans. Oui. Et ça, c'est un ouvrage, un livre donc écrit en 2016. Oui. Vous dites que c'est la clé, la seule clé donc de l'alternance politique pacifique. Et sur ce plan-là, vous rappelez effectivement le fait que tant qu'on sait que le président ne revient pas, le ministère de l'Intérieur peut retrouver sa crédibilité avec une justice qui retrouve aussi sa position d'appareil un peu plus corsé. Mais quel est le magistrat qui voudrait subir la foudre de l'exécutif? Pour, ma foi, c'est pas normal. Il faut que l'exécutif reste dans ses prérogatives, la justice, et que les gens soient indépendants, libres. Vous avez vu, en France, même si ce n'est pas parfait, on peut interpeller n'importe quel ministre. On peut interpeller l'ancien président de la République. Ici, là, on fait quoi? Ça saute, tout le monde crie, tout le monde va au commissariat. Et c'est devenu un jeu. Lorsqu'on touche une personnalité, eh bien, ça se déchaîne, on va au commissariat, on va pour dire, écoutez, voilà, on dit, on ne peut pas faire ça à pression. C'est pas normal. Nous voulons une chose et son contraire. Il faut que la justice soit indépendante. Et pour clarifier que ça, c'est net ou ce n'est pas net, ça va durer le temps, ça va durer. Et puis, ils s'entourent de la défense. Les avocats sont là, les juges sont là. En clair, docteur Luc Martin, oui. Aujourd'hui, oui. On ne peut pas faire face à nos maux oui. Sans refaire notre constitution, sans y mettre un peu d'originalité. Parce que vous semblez dire que c'était une pâle copie oui. D'une constitution, notamment des années pratiquement 1950 en France. Non, ce n'est pas une pâle copie. C'est une constitution inspirée de... Non,
Écoutez, il n'y a pas de conditions parfaites. Vous allez aux États-Unis, on vous dira la même chose. Avec et pourtant, ils ont pris suffisamment des mesures. C'est-à-dire que le penchant naturel de l'homme, c'est le pouvoir, la corruption, le penchant naturel de l'homme. L'homme est faillible. Il n'y a pas d'homme infaillible. Les Américains ont compris ça. Et ils ont dit, écoutez, il faut prendre les précautions pour qu'on ne les laisse pas en place tout le temps pour régner. Et là, vous croyez, Donald Trump reste là pendant 12 ans. Vous voyez ce que ça fait pour le monde? C'est clair. Donc, on dit, bon, mauvais, faisons en sorte qu'il ne reste pas trop longtemps. Et en Afrique, c'est autre chose. Lorsque vous laissez quelqu'un faire 1, 2, 3, c'est en mangeant que l'appétit vient. Et il a eu le temps de mettre en place son système. Comment vous allez le détrôner? Conclusion, le jour où on en a ras le bol, c'est le débordement, c'est la violence. Mahatma Gandhi dit, je m'oppose à la violence. Parce que le bien qu'il fait, ce bien-là n'est que transitoire, alors que le mal qu'il fait est permanent. Ça ne sert à rien d'aller à la violence. Moi, je suis un homme pacifique. Donc, il faut éviter ça. Regardez, et le peuple sort et dit, je ne veux plus rien, tout le monde doit partir, il faut changer tout de suite, etc. Est-ce que... Regardez bien, ils savent pourquoi ils disent ça. Mais, ce n'est pas réaliste. Disons la vérité, ce n'est pas réaliste. De tout dégager. De tout dégager du neuf. pour un pouvoir qui a fait plus de 30 ans. Ben, on va où? À un affrontement. Et puis ça y est, des règlements de compte, ce n'est pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Notre intelligence doit nous permettre d'anticiper. C'est tout. Vous êtes alors en phase avec le chef d'État qui défend cette question d'unicité de mandat, sauf que ça pose un problème. Quand un président arrive à comprendre ce qu'il faut pour faire fonctionner sa société, pour faire avancer sa société, on fait comment alors qu'il n'y a pas possibilité de le maintenir? On fait comment? Je crois qu'il y a des problèmes, cette fois-ci il y a des problèmes de personnes. Nous tous, nous savons ce qui a prévalu, la tension qui a prévalu entre le président actuel et son prédécesseur. Okay. On ne peut pas, dans l'analyse de la situation aujourd'hui, ôter cela. Non, ça a une influence. Moi, je ne peux pas. Oui, c'est des querelles de... Tout ce qui se passe, c'est des querelles de personnes. Il n'y a rien de sérieux. Je n'ai pas fait, il ne fera pas. Je vais lui gâter le marché. Voilà tout. Je prends mon ancien ministre de la Défense, qui n'est plus à son poste aujourd'hui. Moi, je ne peux pas comprendre, parce qu'il a été le bras armé de celui qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu s'expliquer? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en soit à de si grandes adversités? Je ne comprends pas. C'est pas évident que ce soit des choses Je prends l'ancien président de la République, Soglo, qui a crié ici colonisation, nous n'en voulons plus. Recolonisation, on n'en veut plus. Mais les gens l'ont écouté et certains l'ont suivi parce que c'est quand même une voix, une notoriété. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Certains disent oui, c'est à cause de son enfant, etc. Prions pour son enfant. Rien ne lui arrivera. Qu'il soit en paix. Il n'est pas malade. Il n'est pas passé de l'autre côté. Il reviendra dans ce pays. Dans quelles conditions, on ne sait pas. C'est la prière qu'il faut. Parce que tout évolue. Rien n'est figé éternellement. Mais si c'est à cause de ça qu'il doit sortir de sa peau de cette manière-là, au lieu d'être le sage, mais c'est lui le premier que nous attendons ici pour arranger le pays. Parce qu'il s'est assis sur ce fauteuil et il sait ce que c'est. Moi, si j'ai la possibilité de lui parler, je dis, mais papa, pourquoi? Vous êtes plus grand que ça. C'est pas ça, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi on ne peut pas se dire la vérité? Et on cache les choses, on utilise des mots. En fait, moi, je ne suis pas dans ça.
ne suis pas dans ça. Disons-nous un peu les choses sincèrement. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas me dire que ce qui se passe aujourd'hui, que tous ces éléments immatériels sont liés aux ne sont pas pris en compte dans les prises de position. Alors où est le sérieux? C'est ça la démocratie? Ça pousse à une autre question, maître, c'est que effectivement, s'il y a des questions de personnes, s'il y a des querelles qui relèvent des relations personnelles, est-ce que les réformes, fussent-elles réformes de loi fondamentale ou même réformes constitutionnelles ou autres, est-ce que ça peut nous donner les moyens de faire face à ces éléments? C'est là que le génie du président Talon doit fonctionner. On ne peut pas aboutir à des résultats fiables et durables sans consensus. En tout cas dans ce pays. Nous ne sommes pas encore une nation. Nous nous connaissons tous. C'est le président Soglo qui disait, quand il était aux affaires, pour dire oui, mais les problèmes, quand il parle de pesanteur, que oui, les petites querelles qu'on avait au lycée, ici, ailleurs, que tout ça continue de jouer, c'est ça qui le bloque aussi parfois. Des querelles de collégiens. Oui, de collégiens ou en société, tu m'as fait, bon, tu avais fait ceci, maintenant, voilà, je suis en position de force, je vais te faire ça, etc. Non, il faut qu'on prenne de la hauteur. Mais franchement. Quand vous parlez de consensus, c'est vrai que nous retrouvons le mot au niveau de votre premier livre, oui. La notion de consensus. C'est quoi finalement le fait de tourner dos au principe? Non, il ne s'agit pas de tourner dos. Non. Consensus, alors, non, voici, quand on dit consensus, c'est quoi? Mais si un peuple, un pays, une nation ne s'entend pas sur des valeurs données, sur des objectifs donnés, comment peut-il bâtir son contrat social? C'est le consensus qui a prévalu sur l'essentiel. Et après, les techniciens ont rédigé. Nous sommes d'accord? On est d'accord. Et quand ça retourne vers le peuple, dit, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, en 90, Kérékou, très politique, a dit, bon, si vous trouvez un consensus entre vous, moi je prends, il n'y a pas de problème. Mais il connaît bien les uns et les autres, les acteurs politiques, et il se dit, c'est pas évident. Bon, mais nous étions à un sursaut patriotique tel que il faut aller au-delà. Certains disent, mais quoi, il n'y a rien à faire, on va faire ci, on va faire ça. Et il est venu dire, ben, écoutez, c'est précisément le professeur Montondi qui dit, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lire et n'ayez pas peur. Il lui dit, mais toi tu as dit de ne pas avoir peur. Mais c'est vrai, parce que quand les âmes commencent par crépiter, mais avec la peur, on n'atteint jamais un objectif. Donc tout cela est vrai. C'est pour dire tout simplement que sur l'essentiel, si nous nous entendons, on avance. Mais là où il y a une loi, il y a un test. On ne parle plus de consensus. Le test. C'est ça. C'est pour ça que dès le départ de l'émission, je dis que je ne comprends pas, il n'y a pas un vide juridique. Pourquoi on cherche un consensus? Un consensus, dans ce cas, serait une compromission. Ce n'est pas un compromis, une compromission. Vous comprenez ce que je dis? C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur tout dans une famille, dans une association, dans un groupe, dans un parti, dans une société, pour que les choses soient faites. Non! Il y a des principes, il y a des règles qu'on connaît. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Donc, le consensus, ce n'est pas en toute chose. C'est lorsqu'il y a un vide juridique et qu'on doit aller quand même, compte tenu de l'importance de la question, l'enjeu pour le pays, dit, attention, s'il faut mourir, nous mourrons tous. S'il faut vivre, on vivra tous. Il vaut mieux vivre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des concessions et on trouve un point commun. Alors les techniciens mettent ça sous forme de règles. Et ça s'impose à tous. Je ne suis pas toujours d'accord sur... oui, consensus de la conférence. Consensus est brisé depuis... le début même. Nous avons maintenant une constitution. Et c'est elle seule qui régit notre vie. C'est la loi suprême. Et c'est le salut du peuple.
Elle ne satisfait pas tout le monde, on n'est pas tous d'accord. Satisfait, c'est d'abord ça. Maintenant, qu'on s'entende pour corriger ce qui est dedans, parce que nous savons que ça nous fait du mal, on n'avance pas. Alors, maître, hier est semblable à aujourd'hui avec les mêmes manifestations, des éléments qui bloquent le développement de ce pays-là en 1 minute pour clôturer, pour finir avec les 90 minutes. Alors, déjà, il nous faut quand même retenir une phrase, une formule du théoricien que vous êtes, du politologue que vous êtes, une phrase, une formule pour sortir de tout ça. Écoutez, nous ne sommes pas encore une nation. Nous sommes en devenir. Et ce que nous avons fait depuis près de 30 ans, il ne faut pas que nous prenions notre propre main pour détruire ça. Tout n'est pas parfait, mais ne cassons pas tout. Ne mettons pas le pays à feu et à sang pour si peu. Nous avons toujours vu par avant des choses de ce genre. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accepté votre invitation pour dire, si j'avais la possibilité d'aller voir directement le président Soglo ou Yahi, je l'aurais fait. Mais votre invitation est venue dans ce temps-là. J'ai dit, il vaut mieux que j'aille parler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le peuple m'entend et on me jugera, bon, mauvais. Moi, j'ai dit pour moi, parce que chacun doit se prononcer. Il ne faut donc pas qu'on casse le pays. Parce que un peuple, un projet ou un destin, une nation, c'est ce que nous devons chercher à devenir. Maître, on a un bonus. On ne trouve pas des théoriciens politologues qui osent écrire. Écrire même en proposant l'entièreté d'une loi fondamentale qu'ils pensent être mieux pour leur nation. On ne les trouve pas. Donc, pour les laisser partir, on a un bonus de 15 minutes et nous allons essayer encore de puiser de vous, de puiser de vos écrits, de puiser de cette lucidité-là qui est si productive, notamment. Alors, vous dites effectivement que les querelles byzantines prennent le pas sur le sacrifice au profit de la nation. Il y a quand même aujourd'hui des réformes en cours. On va peut-être un peu plus s'attarder là-dessus sur les 15 minutes restantes. Donc, est-ce que ces réformes-là, si elles continuent, vos propositions, on va dire, ne méritent-elles pas un peu d'être rangées parce qu'elles trouvent écho dans ce qui se fait? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, ce ne sont que des propositions. Surtout pour susciter le débat. J'ai dit, c'est pour susciter le débat et soyons ouverts, sincères. J'ai dit, la démocratie, c'est la discussion. Et en discutant, la lumière jaillit. Et on finit par trouver un terrain d'entente. Mais il ne sert à rien de dire, c'est forcément moi qui ai raison. Toi, tu connais rien, tu n'as rien dans le crâne. Non. Vous savez, nos enfants sont nos maîtres. Même à 5 ans, ils sont nos maîtres. Les enfants sont les maîtres. Nos enfants, jusqu'à 5 ans, ils sont nos maîtres. Parce qu'il te dit les choses sincèrement, sa nature, quand il comprend, il n'y a aucun problème. Il vaut mieux écouter ça. À 10 ans, il devient ton ami. À 15 ans, 20 ans là, il devient ton copain, etc. Et à 20 ans déjà, il est majeur. Hein. Et ça dépend des valeurs que tu lui as communiquées. Si tu lui communiques des valeurs, il peut te gifler, il va te gifler. Si tu lui communiques des valeurs, il dit, ah papa, j'ai telle idée, voici, etc. J'attends ton retour. C'est ça. C'est ça la vérité. Donc il faut écouter tout le monde. Personne n'a la science infuse. Ce que je dis, nous sommes en sciences sociales, il n'y a pas de vérité absolue. Mais discutons-en. Prenons conscience qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que tout le temps, nos présidents, il faut que nous les insultons, nous essayons de les éclabousser? Le président Yahi Boni avait dit en son temps, écoutez, le boubou blanc que j'ai porté là, vous mettez le rouge dessus, demain, si vous portez, qui va porter? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'on a besoin d'insulter un président c'est quand même le premier d'entre nous. C'est le pays entier qu'on insulte en ce moment-là. Une partie de chacun. Ah oui, je peux ne pas être d'accord avec lui. J'ai d'autres canaux pour pouvoir m'exprimer. Mais il n'y a pas d'insultes. Il faut qu'on enlève les insultes, les injures, les diffamations de nos comportements. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous croyez qu'en faisant comme ça, vous pouvez avoir la bonne écoute de quelqu'un?
nous sommes des êtres de chair et de sang. Il faut faire attention. Ces querelles-là, ces querelles byzantines, ces manœuvres-là, justement, trouvent écho à cause de, sans doute, du problème linguistique qui se pose. Ce problème dans lequel on discute des grandes questions, mais voilà, qui n'est pas pénétré par tout le monde. Vous, pour la nouvelle rubrique démocratie consensuelle Bénin-Afrique, vous dites qu'il faut que la Constitution, si elle doit être réformée, tranche sur le sujet, le choix de 2 langues, notamment essayer de promouvoir ces 2 langues-là. Vous pensez vraiment que la question de la langue est la clé pour un peu affaiblir cette prise, parfois en otage du développement par les politiques? Mais bien sûr, regardez, nous sommes ici, cravate, chemise, bien, bon, on parle français, tout ça. Mais il y a combien de personnes qui nous comprennent sur les 11 millions? Mais vous prenez le fond, que l'on veuille ou non, c'est notre histoire. Ils sont majoritaires, tout au moins dans la partie méridionale jusqu'au sud. Vous prenez la zone septentrionale. Avec mes enquêtes, je trouve que c'est le Dindi qui est le plus parlé. Si nous faisons déjà ces 2 choix, et que si tu es candidat, tu dois parler l'une de ces 2 langues, comment tu peux aller faire campagne en français, en ceci, en cela? Et quand moi je veux parler la langue vernaculaire, ou c'est pas que tu parles dans ton milieu, tu peux insulter l'autre, il ne sait pas. Et c'est ce qui se passe. Alors on se dit des choses, je suis des vôtres, voici, hein, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, tu parles une langue, tout le monde entend. Mais tu vas voir, je vais me presser de connaître, d'apprendre Dindi, et nos frères qui connaissent Dindi vont dire, mais le fond. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, moi j'ai un ami, quand il te parle le fond, je rigole quoi, parce que dans l'accent et tout, tu sens que... Bon, je ne suis pas fond, mais je veux dire que pour les besoins personnels, les intérêts personnels, pour l'intégration tout court dans la société, nous avons envie de connaître la langue parlée par l'autre. Pourquoi ne pas généraliser? Alors on a peur qu'une partie de la société dit « Ah, on a méprisé ma langue et puis on a fait ceci ». Non! Quand on est président, quand on est gouvernement, on prend des décisions hardies. Il me semble, quelque part, que sur bien des sujets, c'est ce que le gouvernement tente de faire. Et il y a tant d'impopularité qui se manifeste à son égard. Et c'est pour ça que je dis que demain, quand ils ne sont pas là, on va dire « Ah, Talon avait bien vu, il faisait ceci, il faisait cela. » Est-ce que vous voyez? Mais l'opération, on ne peut pas ne pas le faire si on veut avancer. Bien gouverner n'est pas une opération de charme. C'est le feu président Émile Derlin Zinsou, qui dit, si vous voulez bien gouverner, vous ne pouvez pas être populaire dans ce pays, parce qu'il y a tellement de choses à faire, que vous êtes obligé de mécontenter les gens. La question, si vous me permettez, par rapport au gouvernement qui est là, c'est que le président Talon va à une vitesse insoutenable. Lui-même le dit. Et il a dit, non, non, attendez-moi un peu. Et les Béninois ne voient pas encore venir. Mais lui, il est convaincu que d'ici... La dynamique, elle est bonne. Oui, absolument. Mais c'est celui qui est à l'œuvre qui voit ça. Vous voyez un peu ce que je dis? J'ai entendu des gens dire, mais moi, j'ai vu Goudron passer devant moi, Alpha Taï passer devant moi. Je suis favorable. Moi, j'irai voter, je ferai ceci, je ferai ça. Donc, il estime que son gouvernement arrivera à des résultats où les Béninois changeront d'opinion. Encore une fois, tout ne peut pas être parfait. Ça, c'est clair. Surtout pas d'un clin d'œil. Alors, donc, pour des situations que nous avons créées nous-mêmes depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il faudrait que nous réservions une honorabilité à nos dirigeants. Ce n'est pas bien d'insulter les gens comme si c'était des petits... je ne vais pas dire parce que j'aime pas. On ne m'a pas appris à dire ça. Mais ce n'est pas bon. Ça, c'est important. On l'a fait sous Yahi. Ce n'est pas bien. On l'a fait sous Kérékou. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas que nous.
Il faut voir les pays aux alentours et les pays de l'autre côté. C'est vrai qu'au début de cette émission, on l'a dit, de l'extérieur, Oui, l'image dégradée. J'ai eu la chair de poule. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le pays est déjà en feu. Et tu te dis, mais si je rentre dedans, qu'est-ce qui va se passer? Les images, on les agrandit, on en fait des commentaires, etc. Tout n'est pas beau. Et tout le monde ne peut pas parler le même langage. Nous sommes d'accord. Donc, je crois qu'il faut critiquer la liberté d'expression doit exister, mais il faut trouver les formes pour dire les choses sans blesser, sans exacerber et sans être dans une position de va-t-en-guerre. Parce que c'est ce que je constate aujourd'hui. Il faut que nous laissions tomber les attitudes de va-t-en-guerre et que nous donnons une chance à notre pays, malgré les difficultés, d'avancer qu'à en attendant les réformes sur la Constitution pour le développement de ce pays, pour renforcer la fraternité et la solidarité. De là quand même à se demander sur les écrits, sur les intellectuels, sur les gens qui animent la doctrine, est-ce que quand ces temps-là viennent ou quand ils passent ces temps-là, vous êtes écoutés? Est-ce que la jeunesse vous lit? Moi, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. C'est mon amour pour mon pays et ma passion pour la chose sociale qui m'a amené à le faire et à penser à mon pays et à l'Afrique. Parce que quand vous sortez, vous êtes dehors, vous voyez ce qui se passe, surtout en Occident. Les choses les plus élémentaires. Je vais vous dire, je suis à Porte-Nouveau, quelque part. Ça fait au moins 2 mois qu'on m'a coupé l'eau. De l'eau, hein. L'eau. Source de vie. Pour tout un ménage. Comme quoi, on est en train d'arranger la voie pour moi. C'est normal ça? Dans quel pays vous voyez ça? Mais une société qui fait son affaire, son business, et qui me prive moi de mes droits les plus élémentaires. Voilà. Il faut qu'on arrête ces choses-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, moi, je l'ai fait. Comme c'est des documents, eh bien, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils seront là, on pourra lire. Nous avons toujours lu le secrétaire particulier de Jean Pliard. Tout à fait. Ce doyen n'est plus là. Il nous enseigne toujours. C'est l'intérêt d'écrire. Voilà. C'est tout. Si nous pouvons être utiles à quelque chose, c'est déjà ça que nous pouvons. C'est vrai aussi qu'on n'a pas suffisamment eu de temps d'aborder l'une de vos, on va dire, de vos, je ne vais pas dire performances, non, prérogatives non plus, mais l'aspect de management anticorruption, hein, il faut le rappeler, ISO 37001, les coups de boutoir donnés par le régime dans ce secteur-là, ça aurait pu vous intéresser si on avait suffisamment eu de temps. Oui, moi je le fais en gouvernance et c'est valable pour les personnes morales, publiques ou privées. Donc société et tout, ça se fait. C'est une norme internationale, il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'il faut trouver les goulots d'étranglement de ces structures et proposer à ceux qui les animent, voici ce qu'il faut déblayer pour avoir un rendement, une rentabilité meilleure, une efficacité meilleure. Par les temps qui courent, vous devez être bousculé. Parce que les gens ont besoin effectivement de savoir comment, on va dire, se tenir pour ne pas tomber sur le coup de ceux qui chassent les corrompus, les corrupteurs. Oui, mais ça dit que au plan international aujourd'hui, quand vous ne faites pas les choses conformément aux normes, vous êtes rejeté, vous êtes oublié, personne ne vous regarde. Mais ça dit que le monde va à une vitesse de croisière. Franchement. Et nous, on est là tout le temps à se donner des coups de poing. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on a compris qu'on doit se réveiller et travailler et laisser les querelles, encore une fois, byzantines, on est trop peut-être imbu
cet aspect du génie béninois qu'on ne Non, voit non, pas non. ailleurs. Un génie fait du bien. Je ne connais pas un génie qui fait du mal, à moins que vous lui demandez de faire du mal. Et il n'a pas l'oreille pour entendre le bien ou le mal. C'est vous qui créez les conditions du mal. Un génie ne peut faire que du bien. Et si le Bénin, on dit que nous sommes intelligents, si nous le sommes vraiment, on ne peut pas chercher à casser notre pays pour des élections législatives. Alors que pour des élections présidentielles, on a consommé des choses. Même si c'est imparfait aujourd'hui, il faut avancer et chercher à corriger. Voilà ce que je dis. Ça, ce n'est pas une intelligence de casser. Je vous ai dit tout à l'heure que Gandhi dit que ce n'est pas normal. Et c'est vrai. Vous suivez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas trouvé leur équilibre. Vous avez vu ce qui se passe en Syrie et en Irak. Mais on a mis le feu à la poudre. Ils n'ont pas encore éteint l'incendie. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et on ne sait pas. Et ce que ça va laisser complet dans le cœur de chacun, c'est très compliqué. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Voilà la question. Merci beaucoup. On va dire, même déjà consommé le bonus qui nous a été octroyé par le service de programme parce que, comme je le disais, on n'a pas toujours des théoriciens, politologues, essayistes qui osent prendre leur écritoire et proposer des choses aussi graves qu'une loi fondamentale. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Pour rappel, pour que les gens sachent, celui avec qui nous avons eu à faire ce débat-là, cette discussion-là, c'est bien le docteur en gestion de l'environnement, santé et développement, médiateur aussi en commerce et industrie, consultant formé en système de management anti-corruption ISO 37001, avocat aussi au barreau de Cotonou. Ce n'est pas tout, on ne peut pas tout citer d'ailleurs. Merci beaucoup. Auteur, il faut le rappeler, de mandat présidentiel unique de 5 ans, la clé de l'alternance politique pacifique en Afrique. Et l'autre ouvrage à citer également, c'est Pour la Nouvelle République, Bénin-Afrique, démocratie consensuelle. Le tout est paru aux éditions Star, ici même au Bénin. Merci donc à Maître Luc Martin Roncanry que nous venons de suivre pendant plus de 90 minutes dans un langage clair, lucide, en tout cas compréhensible et simple, assimilable à tout Béninois. Il est donc venu recadrer, recentrer le comportement du Béninois que nous sommes, le comportement qui devait être le nôtre. De quoi donc raviver la mémoire à certains Béninois et surtout à certaines personnalités. De toutes les façons, nous devons accepter que tout passe et le temps passe. Et le caractère transcendant de l'État devait être notre credo. Les réformes sont indispensables dans tous les cas. Aujourd'hui, la machine est en œuvre, est en marche pour un Bénin révélé. Un Bénin révélé non sans les Béninois que nous sommes. Et ceci passe par le changement de notre mentalité, le changement de nos comportements au quotidien. Nous avons vu des nations qui ont pris l'envol tout doucement. Et aujourd'hui, elles sont parmi les premières. Chacun de nous, en tout cas, a des droits, devoirs et obligations vis-à-vis de la nation béninoise. C'est à cela que nous devons c'est sur cela que nous devons nous appesantir et nous devons travailler sur ça pour le Bénin qui est d'ailleurs notre cause commune. Et nous devons faire le symbole de l'Aja Troué. Merci une fois encore à Maître Luc Martin Roncanry pour ce recadrage de ce que doit être le comportement du Béninois d'aujourd'hui vis-à-vis de sa nation. Dimanche politique se poursuit donc sur ETélé. Juste après cet entretien, nous allons suivre et vous allez suivre avec beaucoup de plaisir le décryptage de l'actualité de la semaine. Ce serait avec Agapite Napoléon Mafourican, consultant politique. Il a été reçu par Latif Boni. Puis après le décryptage, très bonne suite des programmes sur ETélé.